On poursuit ce Lex Inside avec la transparence salariale à l'aune de l'avant-projet de loi. On en parle tout de suite avec mon invité, Julien Perdriso-Renaud, avocat senior au sein de Simons & Simons. Julien, bonjour. Bonjour Arnaud. On va parler ensemble de l'avant-projet de loi sur la transparence salariale. Mais avant toute chose, où en sont les discussions entre le gouvernement et les partenaires sociaux ? Alors, à ce jour, les discussions entre le gouvernement et les syndicats sur ce projet de loi de transposition de la directive sur la transparence salariale sont en cours. Après la transmission d'un premier projet le 6 mars, une réunion de concertation s'est tenue le 19 mars et les syndicats attendent désormais la version finale du texte avec les arbitrages retenus par l'exécutif. Les points de vigilance ou les incertitudes aujourd'hui concernent l'examen parlementaire et quelques points techniques du texte. Alors justement, c'est quoi le calendrier parlementaire et les prochaines étapes du processus pour cette transposition de la directive transparence salariale ? Alors, le calendrier reste incitatif, c'est-à-dire que d'après les informations communiquées par le ministère du Travail, le projet de loi devrait être finalisé début avril. Ensuite, il y aura une consultation des commissions nationales et une saisine du Conseil d'État sur avril-mai. Et le texte final devrait être déposé au Parlement fin mai. L'objectif, peut-être un peu ambitieux, est de respecter l'échéance de transposition de la directive qui est fixée au 7 juin 2026. Donc c'est un calendrier un peu contraint. Exactement. Alors on va s'intéresser à la version qui date du 19 mars dernier. Oui. Quelles sont les principales évolutions qui sont apportées par cette nouvelle version de l'avant-projet de loi de transposition ? Alors il n'y a pas de grand bouleversement dans cette nouvelle version. Cette nouvelle version du projet de loi reprend donc le dispositif déclaratif des 7 indicateurs d'écart de rémunération. La nouveauté, c'est qu'elle introduit un seuil d'écart qui est de 5%. Et au-delà de ce seuil, eh bien, les nouvelles obligations correctrices s'appliqueront aux entreprises. Par ailleurs, la nouvelle version elle retient le droit à l'information des salariés sur les rémunérations moyennes. Et la nouveauté, c'est qu'elle prévoit un délai de 2 mois pour l'employeur pour répondre par écrit aux salariés. Mais il peut également s'en affranchir si le salarié appartient à une catégorie dont l'effectif est en dessous de 10 salariés pour des raisons de protection des données individuelles. Bon, on a vu les principales modifications. Est-ce qu'il y a des critiques ou des interrogations qui émanent des partenaires sociaux ? Et oui, les partenaires sociaux ont exprimé diverses critiques. Tout d'abord sur le seuil de 10 salariés pour l'accès aux informations sur les rémunérations, qui est jugé trop restrictif et contraire à l'esprit de la directive. Parce que la directive, rappelons-le, ne prévoit pas ce seuil. Autre interrogation, c'est sur les modalités de comparaison des rémunérations entre les salariés, notamment entre les salariés en forfait jour et les salariés sans référence horaire. Et dernier point, c'est sur le niveau de sanction, notamment l'amende de 450 € qui est jugée insuffisamment dissuasive. Il y a par ailleurs quelques points, notamment sur la protection des données et sur l'application à certaines catégories d'entreprises qui ont également été soulevées. Donc les partenaires sociaux s'attendent à des changements sur ces différents points ? Et oui, ils s'attendent à différents changements, notamment sur le seuil. Peut-être que ce seuil sera revu à la hausse pour permettre une meilleure transparence, ou peut-être qu'il sera conservé. Je pense qu'on en saura plus dans les prochaines semaines. Alors, on va s'intéresser aux entreprises. Oui. Quelles sont les conséquences pratiques pour les entreprises ? Eh bien, il y aura 5 changements majeurs que les entreprises vont devoir anticiper. Tout d'abord, elles vont devoir faire une déclaration de 7 indicateurs de rémunération, d'écart de rémunération, qui sont complètement différents des indicateurs actuels pour l'index égalité homme-femme, avec les obligations d'infoconsultation du CSE et de négociation collective. Ensuite, elles vont devoir faire une concertation pour définir les catégories de salariés, les catégories à valeur égale. Ensuite, elles vont devoir adapter les processus de recrutement, puisqu'elles vont devoir mettre en place une fourchette salariale qui sera communiquée aux candidats, et elles auront l'interdiction de demander l'historique salarial aux candidats.
Autre point, elles vont devoir aussi gérer en interne le droit à l'information des salariés et mettre en place des processus internes. Et enfin, c'est surtout l'entrée en vigueur de toutes ces obligations qu'elles vont devoir anticiper, puisqu'elles vont entrer en vigueur mi-2027, et pour les indicateurs, ça va être plutôt sur 2030. Alors, vous l'avez dit, il faut anticiper ces mesures. Concrètement, comment les entreprises peuvent se préparer à ces changements qui semblent importants ? Eh bien, il y aura de la concertation interne, à la fois pour s'organiser pour les nouvelles déclarations, pour s'organiser pour la négociation et les consultations du CSE. Il y aura également des processus internes à mettre en place pour définir les catégories de salariés, travail égal, valeur égale, avec des nouveaux critères comme les conditions de travail, qui sont des nouveaux critères pour définir les catégories de salariés, et ensuite adapter tout leur processus de recrutement et leur processus de délivrance de l'information aux salariés. Est-ce que vous avez peut-être des petits conseils à donner aux entreprises que vous conseillez quotidiennement sur ces sujets ? Bien sûr, bien sûr. Alors, il y a deux aspects. Il y a l'aspect, on va dire, franco-français, où les entreprises vont devoir se concerter en interne, et il y a les aspects internationaux, puisque la directive est implantée en Europe, et donc les entreprises peuvent faire le choix d'avoir une approche globale, soit dans la définition des catégories des salariés, soit dans ce qu'ils appellent les consultations collectives, ce qui inclut l'infoconsultation du CSE, soit dans leur process de recrutement pour harmoniser l'accès à l'information, harmoniser également les informations qui sont données aux candidats et aux salariés qui le demandent. Aujourd'hui, vous constatez une approche globale, comme ça, internationale des grands groupes. Est-ce que les entreprises ont ce réflexe ? Oui. On voit depuis un certain nombre d'années une approche globale, une approche harmonisée des entreprises. Donc ça se passe au sein des directions des ressources humaines. Elles essayent d'avoir des politiques internes harmonisées au sein de tous les pays, et notamment sur les phases de recrutement, sur les phases de consultation des représentants du personnel, et sur les phases d'information annuelle qui sont partagées avec les salariés. Donc il y a une approche globale qui est mise en place avec des spécificités, des petites spécificités, puisque en Espagne, vous n'aurez pas le même niveau d'information qu'en France ou en Allemagne ou aux Pays-Bas, mais l'idée reste la même de manière très générale. Pour finir, vous pensez que là, on a vu que le calendrier est contraint, on va arriver sur des changements mineurs sur les prochaines versions du texte ? Oui, on n'aura pas de grandes surprises anticipées, des changements mineurs, mais des changements importants. Des changements sur le seuil d'accès aux informations. Aujourd'hui, il est de 10 salariés. Donc, en dessous de 10 salariés, l'entreprise a le droit de refuser de communiquer sur les écarts de rémunération, sur les rémunérations moyennes. Au-delà, elle sera contrainte de dévoiler ces informations. Donc, sur ces points techniques, il y aura des discussions. Donc, il y a des discussions en cours avec les partenaires sociaux, mais il y aura également des discussions au sein de l'hémicycle. Bon, on va suivre ça de près. Merci Julien Perdrizot-Renaud. Je rappelle que vous êtes avocat senior chez Simons & Simons. Merci beaucoup Arnaud. C'est la fin de cette émission. Merci de votre fidélité. Restez curieux et informés. À demain sur Be Smart for Change.